Donc bonjour. Donc je vais vous parler donc de cette mesure précise du rapport H sur M. Et donc avant de rentrer dans les détails, je voudrais tout d'abord dire que cette mesure, cette expérience, est une expérience qui a commencé il y a plus de 20 ans, qui a été initiée par François Birabin. Donc les résultats que je vais vous présenter, ce sont vraiment les résultats d'une équipe de recherche. Donc ici vous avez les membres permanents, mais aussi d'un certain nombre de doctorants qui ont travaillé dessus. Alors, quelle est l'expérience sur laquelle on travaille? Alors, l'expérience est en soi assez simple. On prend un atome, on prend un photon, on fait en sorte que l'atome absorbe le photon. Il y a deux choses qui se produisent à ce moment-là. D'une part, l'énergie interne de l'atome change, il gagne l'énergie du photon, H nu, mais aussi l'atome va absorber l'impulsion, la quantité de mouvement du photon, et donc il va le reculer de H bar K sur M, puisqu'on a H bar K qui est la quantité de mouvement du photon, et M, la masse de l'atome. C'est ce qu'on appelle la vitesse de recul, et pour l'atome sur lequel on travaille, l'atome de rubidium, cette vitesse vaut environ 6 mm par seconde. Donc l'objectif de notre expérience, c'est de mesurer précisément cette vitesse de recul, et on voit qu'à partir de cette vitesse de recul, si on connaît la longueur d'onde de notre photon, la fréquence de notre laser, on peut en déduire le rapport H sur M, donc le rapport entre la constante de Planck et la masse de l'atome que l'on étudie. Donc mon exposé sera essentiellement en deux parties. Une première partie où je parlerai en détail du rôle de cette mesure au sein de la redéfinition et dans le futur système d'unité. Et deuxième partie où je présenterai en détail notre expérience et comment on fait pour mesurer ce rapport H sur M avec des précisions qui atteignent maintenant 10-9. Alors, ici, on voit que ce rapport H sur M, c'est le rapport entre deux constantes, la constante H et la masse de notre atome. Alors, il faut savoir, c'est que dans tout ce processus de redéfinition, les constantes fondamentales, ou en tout cas les constantes de la nature, ont joué un rôle très important, mais en soi, si on prend H sur M, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours combiner les mesures que l'on a effectuées avec d'autres mesures. En l'occurrence, ici, je vais introduire d'autres mesures pour introduire deux constantes, H sur MU, où MU, c'est la masse atomique unifiée, qui est un douzième de la masse du carbone 12. Et on introduit en particulier les mesures relatives de masse, donc le rapport entre la masse de l'atome X et la masse U. Et donc en multipliant la mesure qu'on va faire de H sur MRB par ce nombre-là qui est mesuré très précisément dans d'autres laboratoires, on en déduit cette constante H sur MU qui a l'avantage de ne pas dépendre, voire qui a pris un atome, l'atome de carbone, pour pouvoir comparer toutes les mesures. Il y a un autre jeu de constantes que l'on peut appliquer et qui fait intervenir la constante de structure fine. Alors c'est cette constante E2 sur 4 pi epsilon 0 h bar c qui vaut à peu près 1 sur 137 et qui intervient dans la description de l'atome d'hydrogène et en particulier dans la constante de Rydberg qui sert à décrire les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Et lorsque l'on combine la mesure de H sur M, rubidium, que nous on va effectuer, à des mesures de rapport de masse, on peut en déduire le rapport entre H et la masse de l'électron. Avec la constante de Rydberg, on va en déduire la constante de structure fine, qui est une constante qui joue un rôle important dans cette redéfinition. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces constantes, toutes ces mesures ont été regroupées par un certain nombre d'experts sous l'égide du CODATA, qui ont regroupé toutes ces mesures et qui, à partir de ces mesures, grâce à un ajustement des moindres carrés, ont permis de déterminer toutes les constantes fondamentales. Et en particulier, c'est ce groupe-là qui, en 2017, a effectué un ajustement spécifique pour pouvoir fournir des valeurs, lesquelles sont les valeurs qui maintenant sont fixées pour la nouvelle définition du système d'unité. Donc là, je ne rentrerai pas trop en détail. On garde la fréquence, la définition de la seconde avec le césium, la vitesse de la lumière pour la longueur, mais il y a 4 nouvelles constantes qui sont fixées,
H, la constante de Planck, E, la charge de l'électron, K, la constante de Boltzmann, et Na, le nombre d'Avogadro. Alors, le travail que l'on a effectué sur la mesure de H sur M touche en fait la constante de Planck, la charge de l'électron et le nombre d'Avogadro. Alors, rapidement, en fait, à partir des équations que je vous ai montrées tout à l'heure, on peut déduire la charge de l'électron à partir de la constante de structure fine. Et en fait, dans cette équation, ce qui limite, c'est la connaissance de H. De même, le nombre d'Avogadro, qui correspond au nombre d'atomes qu'il y a dans un gramme, le nombre de masses unifiées qu'il y a dans un gramme, peut être déduit d'une mesure de H sur mu à partir de H. Et donc, en fait, à la fois E et Na dépendent de H. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui a été l'enjeu de cette redéfinition, c'est la détermination de la constante de Planck. Alors, comment est-ce que cette constante de Planck a été déterminée? En fait, il y a deux expériences principales qui ont été utilisées. La première que je décrirai rapidement, c'est l'expérience dite de balance du Watt ou de balance de Kibble. Alors, il faut savoir, c'est que depuis maintenant un grand nombre d'années, on est capable, grâce à l'effet Josephson et l'effet Hall quantique, de mesurer précisément des tensions et des intensités. Et ça, nous aurons tout à l'heure une présentation de Wilfried Poirier qui nous expliquera ceci en détail. Et la conséquence de ça, c'est qu'il est possible de mesurer des énergies ou des puissances électriques à partir de la constante de Planck. Donc la constante de Planck, qui initialement correspond, a été introduite comme l'énergie d'un photon, en fait maintenant on sait l'amener à des énergies électriques avec à faire un passage du microscopique au macroscopique, donc des énergies électriques telles qu'on peut les avoir dans la vie de tous les jours. L'autre aspect qui est nécessaire pour avoir le kilogramme, ou la constante de Planck, c'est la balance dite balance du Watt ou balance de Kibble, qui consiste à comparer la force d'un électroaimant à la force de gravitation. Alors la comparaison se fait non pas en termes de force, mais virtuellement en termes de puissance électrique. L'idée étant que donc, cette énergie dans cet électroaimant peut être associée à une énergie nécessaire pour déplacer une masse m dans un champ de gravité à une vitesse donnée. La seule chose, c'est que cette expérience en soi n'est pas pratique, parce qu'écrire une conservation d'énergie implique de n'avoir pas de perte. Et le génie de M. Kibble a été de réaliser que dans un électroaimant, en fait, on peut dissocier à la fois le courant, qui crée la force de Laplace et qui va correspondre à mg, et la tension, qui est la force électromotrice, qui est induite par une vitesse constante. Et donc cette expérience se fait en deux phases distinctes, une où on mesure le courant, l'autre où on mesure la tension. Et en faisant le produit des deux, on a une puissance virtuelle qui nous permet ici d'être comparée à cette puissance d'origine mécanique, cette puissance électrique pouvant être mesurée en termes de H, et ces termes-là, G et V, pouvant être mesurés indépendamment. On peut en déduire une détermination de H à partir d'un kilogramme étalon, et évidemment, dans le futur, puisque H sera fixé, on va en déduire la masse qu'il y a dans cette balance. L'autre expérience, c'est l'expérience dite de la sphère de silicium, ou l'expérience XRCD pour X-Ray Crystal Density Method. Cette expérience consiste, assez simple conceptuellement, consiste à réaliser une sphère de silicium monocristalline parfaite, de mesurer la taille de cette sphère, le volume de cette sphère, de mesurer par ailleurs le paramètre de maille du réseau, et donc le volume de chaque maille du réseau. On peut donc en déduire le nombre d'atomes qu'il y a dans cette sphère. Connaissant la masse de cette sphère, on peut en déduire la masse d'un atome. Là, en l'occurrence, ce sera la masse de l'atome de silicium. Évidemment, c'est simple à dire, c'est difficile à faire. Il faut faire une sphère monocristalline. Il faut travailler sur la purification isotopique de cette sphère. Et il faut tenir compte aussi des effets de surface, c'est-à-dire des réactions chimiques qui peuvent avoir lieu en surface et qui, en fait, constituent une des principales limites de cette expérience. Donc, à partir de cette expérience, on peut en déduire, donc dans le cadre actuel, dans le cadre de l'ancien kilogramme, la masse de l'atome de silicium, et combiné à la mesure de la masse relative de l'atome de silicium et d'une mesure de H sur mu, on peut en déduire la constante de Planck, et on arrive à des incertitudes de l'ordre de quelques 10-8. Donc on peut récapituler. Ça, c'est la situation avant la redéfinition. Le kilogramme est défini par le prototype international IPK. Il y a deux expériences. La balance du Watt qui permet de mesurer petit h directement, et la méthode XRCD, donc la méthode de la sphère de silicium, qui permet d'avoir la masse atomique
que j'ai rappelé ici la masse atomique unifiée, et la mesure de H sur M qui permet de faire le lien entre les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mesure de H sur M, on atteint des précisions qui sont inférieures de l'ordre de 10-9, et que donc la précision ici qu'on a de 10-8 et ici de 10-8 environ font que ces deux expériences sont équivalentes grâce à la très bonne connaissance que l'on a de H sur M. Alors maintenant, les choses sont renversées. La définition, c'est H. La balance du Watt va permettre de mettre en œuvre cette définition pour mesurer des masses macroscopiques. La mesure de H sur M va permettre de mesurer directement une masse dans l'unité du système international. Donc les masses atomiques vont pouvoir être mesurées directement grâce à ces expériences de physique atomique en unité SI. Et la sphère de silicium permettra de faire les liens entre les deux et de réaliser à partir des masses microscopiques une masse d'ordre macroscopique. J'arrive maintenant à la seconde partie de mon exposé, qui est comment concrètement on effectue cette mesure. Donc ici, je vous remets le premier transparent. Je vous rappelle que ce qu'on mesure, c'est la vitesse de recul d'un atome qui absorbe un photon, sachant que l'impulsion du photon peut s'écrire h bar k ou h sur lambda. Donc dans un processus comme ceci, on envoie un laser sur notre atome, et puis notre atome va effectuer cette transition entre les deux niveaux ici que j'ai appelés A et B. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette transition, elle prend un certain temps, et qu'on peut s'arrêter au milieu. Et quand on s'arrête au milieu, physique quantique, on va avoir une superposition entre ces deux états, superposition à la fois entre deux états d'énergie différentes, mais entre deux états qui ont une vitesse différente. Les atomes qui n'ont pas absorbé restent à leur vitesse initiale, et les atomes qui ont absorbé les photons, eux, commencent à s'éloigner des premiers atomes. Et c'est ainsi, en utilisant ce système-là, que l'on peut réaliser un interféromètre dit de Ramsey-Bordet, donc Christian Bordet qui nous a fait la présentation précédente. Donc cet interféromètre consiste à séparer et à recombiner les deux trajectoires atomiques, et à la fin on va mesurer le nombre d'atomes que l'on a dans un des deux états, donc là ici j'ai noté les états F égale 1, F égale 2, et ce nombre d'atomes va dépendre du déphasage qu'il y a entre les deux chemins. Alors lorsque l'on fait cet interféromètre simple comme ceci, il est parfaitement symétrique, et les deux phases sont identiques, on ne va rien mesurer. Mais si par exemple vous faites cet interféromètre et que vous le mettez dans un champ de gravité, les atomes sont accélérés. Qui dit vitesse dit énergie cinétique, qui dit énergie cinétique dit déphasage de l'onde atomique. Et donc c'est comme ça qu'on est capable de mesurer très précisément la gravité. Alors nous, ce que l'on va faire, c'est différent. On va accélérer nos atomes ici grâce à la technique dite des oscillations de Bloch, qui est une technique extrêmement efficace pour transférer un grand nombre de fois la vitesse de recul aux atomes. On va revenir ici à notre schéma initial. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand un atome il absorbe un photon, en général, juste après, ce qui se passe, c'est qu'il réémet un photon par émission spontanée, et à ce moment-là, on perd toute information, toute cohérence, information sur la vitesse. Donc là, l'idée, c'est de stimuler l'émission par un second faisceau laser qui va dans l'autre sens. Donc là, si vous me regardez, on absorbe un photon, on recule, on émet de façon stimulée un photon dans l'autre direction, et donc on prend deux fois la vitesse de recul. Là, les deux lasers ont des fréquences qui sont très similaires, et en fait, ce processus peut être compris aussi comme la diffraction par une onde stationnaire, une onde laser, de l'onde atomique. Et le phénomène des oscillations de Bloch consiste à accélérer cette onde stationnaire pour effectuer un grand nombre de fois cette transition. Et là, on peut aussi saluer Christophe Salomon qui, dans les années 90, en voulant chercher à mettre en œuvre des phénomènes de physique des solides, et donc les oscillations de Bloch ont été décrites initialement par la physique des solides, et a cherché à mettre en œuvre ces phénomènes de physique du solide sur des gaz atomiques. Et c'est à ce moment-là, sur ces études-là, que cette idée a germé d'utiliser ce processus pour transférer un grand nombre de fois la vitesse de recul aux atomes et effectuer une mesure du recul extrêmement précise. Donc dans l'expérience sur laquelle on travaille, on peut aller jusqu'à 1000 fois la vitesse de recul, sachant que là-dessus, le principe de cet interféromètre, c'est de compenser le déphasage induit par ce recul ici grâce à un changement de fréquence des lasers. Donc l'effet Doppler va compenser ce déphasage. On va travailler sur la frange centrale et on va essayer de retrouver la frange centrale et mesurer l'effet Doppler associé à cette accélération
des atomes. Alors concrètement, cette expérience, comment ça se passe? Alors voici une photo du dispositif. Alors évidemment, on travaille sous vide. On ralentit nos atomes grâce au refroidissement laser, parce que les atomes, il faut pouvoir effectuer cette mesure très précisément. Et donc, on a ici, vous voyez, une petite photo d'un nuage d'environ 1 milliard d'atomes refroidis à quelques microkelvins. Donc ces atomes sont piégés, refroidis. Ensuite, on coupe le piège. Et ce qui se passe, c'est que les atomes vont tomber. Et pendant leur chute, on va effectuer la séquence de l'interféromètre atomique. Donc on met toutes nos impulsions, notre accélération du recul. À la fin, on va mesurer combien il y a d'atomes dans un état 1 et combien il y a d'atomes dans l'état 2. On va tracer la proportion. Ensuite, on va changer cette fréquence-là pour pouvoir balayer les franges et on va mesurer ainsi des franges. Donc chaque point ici correspond à un cycle complet de mesure qui dure environ 1 seconde. Donc ce spectre-là prend peut-être 1 ou 2 minutes à acquérir. Il faut savoir que cette frange-là, ici, son centre va être décalé de l'effet Doppler, qui, pour 1000 reculs, correspond à peu près à 15 MHz. Ici, on a une sensibilité d'environ 100 Hz, une précision de pointée qui peut atteindre 0,15 Hz. Donc là-dessus, sur ce spectre-là, en fait, vous avez une mesure de la vitesse de recul avec une précision d'environ 10-8. Et ensuite, on peut accumuler un grand nombre de mesures comme ceci pour réduire l'incertitude. Et c'est ainsi que, donc en 2011, on a obtenu une mesure du rapport H sur la masse du rubidium avec une précision d'environ 1,2 10-9. Alors je tiens à souligner que donc cette mesure est restée la mesure la plus précise jusqu'à cette année, et donc en 2018, il y a une mesure effectuée sur le césium à Berkeley qui a obtenu une incertitude d'environ 4 10-10. Donc c'est ces mesures-là, cette précision-là, qui permet, comme je vous l'ai expliqué, de lier la balance du watt et la sphère de silicium, et qui, dans le nouveau système, en fait, constitue une mesure directe de la masse de l'atome en kilogrammes. Donc avant de conclure, il y a un dernier point dont je voudrais parler. Vous vous rappelez, au début, je vous avais introduit la constante de structure fine, cette constante E2 sur 4pi epsilon 0 h bar c. Je vous avais montré qu'on pouvait déduire cette constante de structure fine à partir d'une mesure de H sur M. Il est aussi possible de mesurer directement cette constante de structure fine. Donc à partir de cette mesure, on peut en déduire une valeur de H sur M. Alors là, je vais refaire dans l'autre sens. Je vais rester sur la constante de structure fine alpha. Comment est-ce que cette constante est mesurée indépendamment? C'est grâce à l'électrodynamique quantique. Il faut savoir que la constante de structure fine, ce facteur 1 sur 137, est la constante clé qui sert à décrire donc la théorie de l'électrodynamique quantique, et qu'en particulier, c'est le seul paramètre qui intervient dans ce qu'on appelle l'anomalie du moment magnétique de l'électron. Donc le moment magnétique de l'électron, enfin le facteur de Landé de l'électron avait été calculé précisément et valait exactement 2 dans l'équation de Dirac, mais on s'est rendu compte plus tard qu'il fallait introduire des corrections dues à l'électrodynamique quantique, c'est-à-dire au fait que lorsque l'électron se propage, il est susceptible d'émettre un photon, lequel peut se transformer en paire électron-positron qui peuvent se recombiner. Et en fait, ceci amène des corrections, lesquelles sont proportionnelles à la constante de structure fine. Et il y a un développement limité qui est effectué, ce développement limité allant jusqu'à l'ordre 5, sachant que le coefficient C5 nécessite de sommer environ 10 000 diagrammes de Feynman. Ce sont des calculs extrêmement compliqués. D'un autre côté, il y a une mesure très précise qui a été faite de ce moment magnétique de l'électron, donc qui vise à comparer la fréquence cyclotron d'un électron qui tourne dans un champ magnétique et la fréquence de l'armor. Ça a été fait effectué avec une extrême précision, ce qui permet de mesurer alpha avec une précision de 2,5 10-10. Donc si, par exemple, vous prenez cette valeur, que vous la mettez dans cette équation, vous pouvez en déduire une valeur de H sur MU ou de H sur ME, avec une incertitude donc, qui va être doublée, puisque vous avez le carré de alpha ici, qui est environ de 5 10-10. Il y a aussi autre chose qui nous intéresse beaucoup lorsque l'on fait ces mesures, qui va au-delà de cette redéfinition du SI, qui consiste à comparer la valeur que l'on obtient par H sur M et la valeur obtenue directement ici de alpha. Donc là, c'est ce que j'ai tracé. Alors on ne voit pas très bien, mais là, c'est la valeur que nous, on a obtenue en 2010. Ça, c'est la valeur déduite du G-2
de l'électron, de l'anomalie du moment magnétique de l'électron. Et là, vous avez la valeur donc récente de cette année de Berkeley. C'est que comparer ces valeurs-là revient à tester les lois sous-jacentes de la physique, et donc là, en l'occurrence, l'électrodynamique quantique, avec une très grande précision. Ici, vous avez la comparaison de deux nombres avec plus de 9 chiffres significatifs. Dans ce calcul-là, il faut tenir compte d'effets qui ne sont pas directement électroniques. Par exemple, le fait qu'il existe des muons va légèrement changer le moment magnétique de l'électron, et ça, on est capable de le voir. Et donc, en fait, on peut présenter ces mesures-là comme un test du modèle standard. Il s'agit d'un des tests les plus précis du modèle standard, qui permet de sonder, par exemple, potentiellement la structure interne de l'électron, et qui peut aussi mettre une contrainte sur des modèles qui pourraient être utilisés pour expliquer des phénomènes qu'on ne comprend pas actuellement de la physique, en particulier ceux liés à la matière noire ou à l'énergie noire. Donc tous ces modèles doivent évidemment satisfaire la physique telle qu'on la mesure, et donc en particulier, s'ils introduisent des nouvelles particules, il ne faut pas que ces particules-là créent un changement ici de ce moment magnétique de l'électron qui soit plus important que celui qu'on mesure. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Donc l'interférométrie atomique nous permet de mesurer la vitesse de recul d'un atome avec une précision donc inférieure à 10-9. Elle joue évidemment un rôle très important dans l'ajustement des constantes fondamentales et dans le nouveau SI. Donc nous, sur le court terme, on cherche à améliorer la sensibilité de cette mesure, entre autres pour pouvoir améliorer ces tests de physique fondamentaux. Je voudrais terminer aussi par un point un petit peu plus intéressant, c'est vraiment la question, et c'est un peu ce que vous souleviez tout à l'heure, de comment est-ce qu'on va chercher à expliquer cette nouvelle définition du kilogramme avec H. Là-dessus, je pense que parler de l'expérience du recul est une façon assez simple, tout est relatif, de comprendre le lien entre H et la masse. Donc on a un photon d'une fréquence bien déterminée, il a une impulsion, H fois K. La masse, maintenant, correspond au recul que ce photon est capable de transmettre à un objet donné. Pour l'instant, on le fait avec des atomes. Évidemment, ça ne marchera pas avec un objet macroscopique puisqu'il va être trop lourd, mais on peut éventuellement imaginer aller au-delà sur des petits agrégats, etc. Par contre, il y a un point dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, qui est assez fondamental, et qui en fait était dans mon premier transparent. C'est que si on connaît la fréquence d'un photon, on ne connaît son impulsion que s'il s'agit d'une onde plane. Or, concrètement, dans nos laboratoires, c'est assez différent. C'est pas possible de réaliser une onde plane infinie. On a forcément des faisceaux qui ont des tailles finies. Et la question qui est là-dessus, de comprendre l'impulsion du photon, reste une question ouverte qui a finalement été assez peu étudiée et qui maintenant nous interroge beaucoup et sur laquelle on travaille. Quelle est l'impulsion du photon lorsque l'on n'a pas une onde plane? Je vous remercie. Merci pour ce très bel exposé et très clair sur quelque chose de très compliqué. Alors, on va passer aux questions. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est l'IPK, c'est le International Prototype of the Kilogram. Pour ceux qui ont vu, hein, c'est l'IPK. Oui. Hein, c'est, dans le domaine, c'est connu, mais pas peut-être par tout le monde. Édouard Brézin. Une question sémantique sans aucune incidence pratique. On dit rapidement tous, moi aussi, la constante de structure fine. Mais en réalité, on sait qu'elle varie, l'interaction électromagnétique varie avec l'énergie, et on mesure même l'accroissement de l'interaction électromagnétique à plus haute énergie dans un accélérateur de particules au CERN, par exemple. D'autre part, la constante de structure fine, personne ne sait réellement ce qu'était sa valeur dans des phases très anciennes de l'univers. Peut-être a-t-elle dérivé dans le temps, même si pour l'instant on n'a jamais vu aucun effet expérimental, mais je sais que des gens comme Christophe à côté s'en sont souciés depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est bien de dire la constante? Et d'autre part, nous nous interrogions avec Pierre, les théoriciens se sont souvent ont eu l'ambition pendant longtemps de la calculer, cette constante. Il y a eu une époque où la théorie des cordes prétendait, par pure géométrie, pouvoir en déduire alpha. Bon, tout ça n'a pas abouti, mais imaginez que demain, quelqu'un aboutisse et vous dites, voilà, moi je sais ce que vaut alpha, aussi bien que je sais ce que vaut pi.
Qu'est-ce que vous en déduisez pour le système d'unité? Il y a deux questions. La première sur les potentielles variations à la fois temporelles ou spatiales de la constante de structure fine. Et j'ai envie de dire que si le jour où on découvrira cela, ça remettra en cause un grand nombre de choses en physique. Alors je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je pense que ça remet en cause, de fait, le système d'unité tel qu'on l'a défini. Attendez, la variation avec l'énergie est observée. Non, là, je parle d'une variation temporelle ou spatiale. Voilà. Pour l'énergie, là, je pense que ce qu'on entend par constante de structure fine, c'est la constante énergie nulle. Pour la seconde partie, la constante de structure fine, c'est E2 sur 4pi epsilon 0 h bar c. Donc là, on a fixé E, H, C, et mesurer la constante de structure fine revient à mesurer epsilon 0, si vous préférez mu0 qui vaut 4pi 10-7. S'il y avait un moyen de calculer cette constante de structure fine, cela reviendrait à dire que probablement entre E, H et C, il y a une de ces constantes qui n'est pas vraiment une constante fondamentale, et que donc il faudra dans ce cas-là revenir à des constantes encore plus fondamentales que celle-ci. Mais à l'heure actuelle, on a un point de vue pratique qui consiste à dire qu'il y a une constante fondamentale, toute constante qu'on n'arrive pas à calculer précisément en fonction d'autres constantes. Voilà. Christophe Salomon. Oui, Pierre, tu peux montrer la slide avec la comparaison au-delà du modèle standard. Là. On a l'impression que les barres d'erreur maintenant commencent à être un petit peu disjointes entre le calcul QED et les mesures de Berkeley. Peux-tu en dire un petit mot? Donc là, effectivement, quand on regarde, il y a ça serait très intéressant si on peut mettre le modèle standard en défaut. Il y a 2,5 sigma. Alors, quand même. Sur nos mesures, on ne peut pas vraiment considérer que 2,5 sigma soit extrêmement significatif. Donc là, il y a deux choses à faire. Enfin, il y a une chose à faire, c'est faire une autre mesure indépendante. Et donc là, c'est notre dernière mesure. Et nous, on travaille pour essayer de réduire notre barre d'erreur. Et donc là, si on a deux mesures indépendantes, déjà, on va réduire la barre d'erreur et on va améliorer l'assurance qu'on a dans la valeur. Et là, ce qui serait bien avant de pouvoir conclure, c'est éventuellement d'avoir une autre mesure indépendante au niveau du G-2. Et aussi des calculs. Il faut savoir que les calculs sont effectués que par un seul groupe, ils sont tellement compliqués, et que régulièrement, il y a des erreurs. Mais effectivement, ce résultat est assez important. Peut-être que c'est la première manifestation de quelque chose de plus profond, où simplement il y a une erreur quelque part dans un calcul ou dans une mesure. Mais ça vaut vraiment le coup d'améliorer nos mesures. D'autres questions? Moi, j'avais une question sur le montage expérimental. Où se trouve le laser et tout ça, parce que c'était... Alors, d'abord, je vous invite, si vous avez le temps, à venir passer dans notre laboratoire, n'hésitez pas. Donc là, effectivement, je n'ai montré que le dispositif dans lequel a lieu la physique. Il faut savoir que, par exemple, pour le piège magnéto-optique, alors vous pouvez voir ici, vous avez le collimateur qui sert à faire le refroidissement. Et vous voyez, en fait, il y a une fibre optique. Et en fait, maintenant, on découple complètement la table optique du dispositif expérimental. Le dispositif expérimental doit être posé, par exemple, sur une table anti-vibration. Quand on mesure la vitesse des atomes, il ne vaut mieux pas que la table, elle bouge. Et donc, on a derrière des tables optiques qui sont assez imposantes pour pouvoir préparer tous nos faisceaux laser et les amener ensuite par fibre optique. Très bien, on va vous remercier. Et puis, je passe la parole à Christophe.